Ouais, parce que autrement, le premier que j'ai fait par erreur, ça enregistré Shalom. chez toi. Ouais, shalom à toutes et à tous. On est très contents. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter une fois de plus le guide Ariel Assaf. Et tu allais chercher dans les archives pour nous retrouver des images spéciales et un thème Opération Opéra, comment Israël a stoppé le programme nucléaire irakien. Bechavod. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Toujours un plaisir de se rencontrer. Je vais lancer le diaporama, si je trouve où. Voilà, ici. Et ici. Et on y est. Bien. Donc, effectivement, on a dit l'opération Opéra, le bombardement par Israël du réacteur irakien. Vous comprenez pourquoi cette confiance. Quand on sait très bien que la guerre dans laquelle on est actuellement, le problème est guidé par tout est télécommandé par l'Iran. L'Iran est en train de continuer son programme atomique et c'est très clair, c'est pour bombarder Israël. Si on s'en doutait pas, alors maintenant on le sait. On voit tous les proxys qu'ils utilisent, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et encore d'autres, ce qu'ils ont en réserve. Et vous regardez le titre de cette conférence, j'ai appelé ça aux Irak, jamais 203. Vous allez comprendre après pourquoi, où sont les deux et où sont les trois et pourquoi jamais 203. Donc, on commence, on va parler donc de l'opération qui s'est appelée en Israël le nom de God, c'était Opéra. Vous voyez à gauche, il y a une bande dessinée, si vous voulez, chez Dargo, Mission aux Irak, le raid impossible. Vous voyez à droite un autre livre en anglais, Raid on the Sun. Et au milieu, la photo du réacteur irakien quand il était en construction. Et on se lance dans l'histoire incroyable de cette course à l'atome. Il faut comprendre qui est l'Irak. L'Irak, c'est un pays pas limitrophe à Israël, mais qui est dans notre région au Moyen-Orient. C'est très, très grand. C'est beaucoup, beaucoup plus grand qu'Israël. Et c'est à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. C'est pas ça qui nous met à l'abri. Ceux qui sont plus anciens d'Israël se rappellent la première guerre du Golfe et les SCAD irakiens qui ont atterri en Israël, les 39 SCAD. Alors l'Irak, c'est un pays avec lequel on a toujours eu de bonnes relations. Je vous ramène à Abraham qui a été jeté la fournaise par Nimrod, le roi de l'époque, de l'Irak de l'époque. Vous voyez à gauche, là, sur la miniature, roi Nimrod et Abraham avec le chapeau juif dans la fournaise. Ça ne s'est pas arrêté là. On se rappelle que le roi de Ninive, Nebuchadnezzar, vous voyez à droite l'entrée, une reproduction de l'entrée de son palais à Ninive, et à gauche, une fois qu'on était chassé de Jérusalem, qu'il a détruite, on se retrouve sur les fleuves de Babylone, Al-Naharot, Bavel, Sham Yashavnu, Gambachirnu. Nous étions sur les rivières de Babylone et nous pleurions et nous avions accroché nos instruments de musique dans les branches. Et donc vous les voyez aussi dans les branches. Donc ça, c'est pour l'histoire ancienne de nos rapports avec l'Irak. Dans un présent, dans un passé proche, en 1941, à Shavuot, à Bagdad, la foule se déchaîne contre les Juifs et le bilan officiel parle de 180 Juifs tués, 240 blessés. Vous voyez des commerces détruits, des maisons juives détruites. C'était en plein pendant la Shoah. Le Farhoud à Bagdad, et à gauche, vous voyez le monument qui a été élevé à Ramat Gan. Ramat Gan, qui est la ville où il y a le plus d'Irakiens après Bagdad et Basra. Oui, on dit toujours il y a trois villes avec beaucoup d'Irakiens, Bagdad, Basra et Ramat Gan. Il y a beaucoup de blagues dans les années 80-90 sur le fait que Ramat Gan est une ville irakienne, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Et vous voyez donc le monument, la statue qui rappelle ce Farhoud, ce massacre de 1941. Et dans les années 80, en 76, monte au pouvoir quelqu'un qui s'appelle Saddam Hussein, qui était déjà dans les arcanes du pouvoir, mais qui prend les rênes du pouvoir. Et lui se voit, il se définit comme le nouveau Salah ad-Din. Saladin ou Salah ad-Din, vous le voyez à droite, c'est lui qui, là sous le dé, c'est le sultan Ayyoubi, qui reçoit la reddition de Guy de Lusignan, roi de Jérusalem à la croisade. Donc, le grand vainqueur
des croisés, le grand vainqueur des Européens de l'époque, c'était Saladin, et Saddam Hussein, lui, se voyait comme le nouveau Saladin du XXe siècle. Donc, pour être le nouveau Saladin du XXe siècle, il faut comprendre qu'un petit peu après son installation au pouvoir, il y a une révolution, la révolution islamique en Iran, et le Shah est déposé, et Khomeini arrive, revient de Paris, et va prendre les rênes du pouvoir en Iran, et c'est le déclenchement de la première guerre Iran-Irak. Pourquoi la guerre? Parce que Saddam Hussein voit là une opportunité. L'armée iranienne est très faible parce que juste après la révolution, il y a eu des purges et tous les anciens généraux de l'armée du Shah ont été passés par les armes ou ont dû s'exiler. Donc l'armée n'a plus de chef. D'un autre côté, il faut se rappeler que l'Irak est un pays sunnite, l'Iran est un pays chiite, et c'est le grand amour entre les chiites et les sunnites, comme vous le savez. Donc pour Saddam Hussein, c'est l'occasion d'attaquer, et le 22 septembre 80, commence la guerre Iran-Irak. Et ça va être très important pour notre histoire, ce petit résumé historique de qui est l'histoire à travers les âges, depuis Abraham jusqu'à cette guerre entre l'Iran et l'Irak à partir de 1980. Alors, voyons un peu ce qui se passe sur la scène européenne. Alors, ça, vous le rappelez un petit peu mieux. Là, c'est super, là, la Volkswagen tirée par deux chevaux. Et il s'agit de parler des chocs pétroliers des années 70. Et il y a eu un grand boom économique après la Seconde Guerre mondiale, mais en 1970, surtout après la guerre du Kippour, les Arabes limitent la production de pétrole et les prix du pétrole s'envolent. Alors c'est déjà problématique, ça va créer, on voit là ces voitures tirées par des chevaux, bon ça c'est déjà humoristique, mais on se rappelle qu'il y avait des jours où on n'a pas le droit de prendre sa voiture, les jours pairs ou les jours impairs, où beaucoup passent au vélo. Ça a une influence sur le chômage, sur l'activité économique. Et en 79, deuxième choc pétrolier. Et là, il y a une grande baisse au niveau de la production à cause de la guerre Iran-Irak. Et le prix du pétrole multiplie par 3 en 3 ans. C'est donc une catastrophe. Et là, ça touche tout le monde, non seulement l'Europe, mais même les autres pays, les pays en voie de développement, puisque c'est pas un acte politique comme c'était la guerre du Kippour pour punir les Européens qui avaient soutenu Israël. Là, il s'agit des conséquences de la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui sont deux grands producteurs et qui ne peuvent pas exporter les quantités qu'ils ont l'habitude d'exposer sur le marché. Alors là, vous avez maintenant devant vous sur l'écran les caricatures. Avez-vous vraiment besoin de votre voiture aujourd'hui? À droite, vous voyez l'arabe qui menace avec le. C'est pas un pistolet, c'est un pistolet à essence. Franchement, pour prendre l'essence à la pompe, mais ça menace. Vous voyez, Pompidou et Nixon, et je ne sais plus qui sont non, c'est Brejnev, les chefs de l'époque, c'est pas important. S'il vous plaît, de l'essence, écrit ce monsieur qui roule à vélo. Et si on regarde là, le tarif de l'essence qui est devant vous, alors ça a commencé, on parle avant 70 d'un baril de pétrole de brut à 2 dollars, qui va monter à 10 dollars, c'est-à-dire entre 10 et 15, c'est multiplié par 5 et 7. Donc c'est déjà un grand choc à cause de cet embargo pour punir le monde après la guerre de Kippour, le monde européen. Mais après la révolution iranienne, le baril va passer à 30 dollars, de 10 à 30, c'est-à-dire de 3 fois plus encore. Donc là, ça devient catastrophique. Et le poids de ces restrictions et de ces coûts du pétrole pèse un grand poids sur la politique mondiale. Et on va voir que Avec le. il y a quelqu'un qui parle là. Yann, si tu peux fermer les micros. Et on arrive donc aux accords que l'Irak va maintenant passer avec la France. Ce qui va se passer, c'est que l'Irak cherche une arme atomique. On est encore avant la révolution iranienne, on est avant la guerre Iran-Irak à partir de 1976, mais on est déjà après le premier choc pétrolier, avant le second. Yoann, s'il te plaît, ferme les micros, moi je ne peux pas le faire, c'est insupportable. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Et
ça déconcentre complètement. Donc en 1976, après le premier choc pétrolier, la France de Giscard d'Estaing veut se garantir un accès au pétrole à un prix fixe, pas que ça s'envole tous les jours et qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y aura de l'essence ou pas de l'essence? Donc ils veulent, un, garantir l'approvisionnement de façon suivie, deux, avec un prix maximum, un prix plafond garanti. Et ça va dans les objectifs de Saddam Hussein qui, lui, cherche une arme atomique. Et donc, il va se tourner vers la France pour acheter un réacteur atomique. Alors, on va regarder un petit peu, c'est un documentaire sur la télé française, juste au début. 6 septembre 1975, Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Saddam Hussein visite les installations du commissariat à l'énergie atomique. À ses côtés, le Premier ministre, Jacques Chirac. Le leader irakien rêve d'un réacteur nucléaire qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. La France, qui a besoin de pétrole, lui donne satisfaction. De retour à Paris, le chef du gouvernement annonce officiellement que la coopération nucléaire entre la France et l'Irak est lancée. Eh bien, l'accord de coopération nucléaire est au point, nous l'avons même complètement arrêté. Vous savez que conformément à la procédure communautaire, nous devons le transmettre à la communauté, ce qui va être fait immédiatement, et ce n'est qu'au vu des observations éventuelles de la communauté que cet accord sera signé dans un mois. Combien de centrales sont en jeu? Le sujet est sensible et la confidentialité de mise. Voici ce que la France vend à l'Irak pour 1,2 milliard de francs. Osirak est la copie conforme du réacteur nucléaire français Osiris. Sur le papier, c'est un réacteur de recherche qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer une bombe atomique. Reçu à l'Élysée, Saddam Hussein assure au président français qu'il n'a pas l'intention de détourner ce matériel à des fins militaires. Mais le jour même de sa rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, le leader irakien dévoile son véritable objectif dans un entretien à ce journal libanais. L'accord avec la France est le premier pas vers la fabrication de l'arme atomique arabe. Bien. Donc, on se retrouve avec ce qui se passe tout le temps, mais que ni les Israéliens ne veulent entendre, ni les Européens, ni les Américains, comprendre que les Arabes ont deux discours, un en arabe et un en anglais. Alors, on se branche sur ce qu'ils disent en anglais, on n'écoute pas ce qu'ils disent en arabe. J'avais fait une conférence là-dessus pour présenter l'autorité palestinienne et voir quelle est véritablement dans ce qu'elle dit en arabe. Donc, c'est très clair, il s'agit d'anéantir Israël. Alors, Saddam Hussein est très clair, il veut anéantir Israël. Dans son discours officiel en anglais, bien sûr, c'est un réacteur pacifique pour faire de la recherche et pour de l'énergie. Ce qui pourrait encore être acceptable si c'était la Suisse ou la Suède, mais quand il s'agit de l'Irak, qui est un des plus grands pays producteurs de pétrole et en plus un pays très belliqueux, on est en droit de se poser des questions, mais il n'y a même pas besoin de se poser des questions puisqu'il le dit clairement. Il suffit d'écouter ce qu'il dit en arabe. Alors, vous avez vu la photo, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président. Jacques Chirac était Premier ministre, c'est lui qui a fait finaliser les accords. Et finalement, il y aura après des élections, et ce sera Mitterrand qui passera au pouvoir. L'État d'Israël misera beaucoup sur le changement de politique, sur le passage à Mitterrand, socialiste, qui va arrêter ce programme. Mais bien sûr, le programme va continuer aussi sous Mitterrand, il n'y aura aucun changement. Donc, dans un premier stade, pourquoi Osiris? Pourquoi Osirak? Alors, c'était dit dans le film, Osiris, c'est le nom du réacteur français, le modèle de cette classe-là. Il est livré à l'Irak, donc Osiris en Irak, ça fait Osirak. Et regardez un petit peu ce qu'est la mythologie égyptienne. Fils aîné de Geb et de Nout, Osiris règne sur le pays avec Isis, sa sœur, son épouse. Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant, civilisateur. Vous voyez tout à fait pourquoi les Français appellent ce réacteur Osiris, puisque Osiris amène la civilisation, il est bienfaisant et l'atome va être l'énergie propre, on va arrêter les énergies fossiles, etc. C'est formidable.
c'est la pleine époque euphorique où la France voit son paysage rempli de centrales atomiques. Sans il y a une suite à ce mythe d'Osiris. Finalement, Osiris est assassiné. Et regardez ce qui est marqué en gras en bas. Quand il est mort, le martyr d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà, dont il devient le souverain et le garant suprême des lois de la mort. Dans ce nouveau royaume, son autorité s'appuie sur une armée de démons capables de gagner le monde terrestre et d'infliger des épidémies mortelles. Donc c'est beaucoup plus Osiris, ou alors les Français ne voulaient pas le dire, que c'est à la fois l'atome, source d'énergie propre, c'est ce qu'on croyait à l'époque, mais c'est aussi les épidémies mortelles et les punitions terribles du monde. Alors c'est les deux dans le Osirac français. Et d'ailleurs, les petits malins ont appelé ce réacteur Oshirac, puisque j'ai dit que c'est Chirac qui l'a vendu à Saddam Hussein. Alors Osirak, Oshirac, choisissez votre nomination. Justement, Saddam Hussein me dit, mais moi je ne suis pas égyptien, je ne suis pas français. Donc il n'y a pas du tout besoin d'avoir un nom d'un réacteur français. On va prendre un nom de chez nous. Et ce réacteur, il va l'appeler Tammuz. Et qui est Tammuz en Irak? Tammuz, c'est le nom d'un mois qu'on a ramené en revenant de Babel. Ça vient de là-bas. Mais c'est de nouveau une divinité qui symbolise l'arrivée de l'été brûlant, de la sécheresse, de la pénurie de nourriture, donc les catastrophes. Donc c'est vraiment bien dit. Il ne s'agit pas encore de Dieu bienveillant que peut être Osiris dans sa première version. C'est le Dieu de la catastrophe. Et effectivement, c'est le but d'un réacteur atomique. Là, en bas, vous voyez la première page d'un document irakien sur le réacteur de recherche. Oui, c'est Tammuz 2, parce que Chirac n'a pas répondu à la question combien de réacteurs. En fait, il y en a deux. Tammuz 1, qui va être le gros réacteur qui, lui, va produire la bombe, et Tammuz 2, qui sert à la recherche, à préparer la bombe. Une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, Israël se lance dans une politique, dans un combat politique. On va essayer de convaincre les Français de renoncer. Vous comprenez maintenant, au moins on sait combien valent la vie de 3,5 millions de Juifs à l'époque, ça s'appelait la population d'Israël. 3,5 millions de Juifs, ça vaut 1,2 milliard de francs, 7000 Renault et 200 avions qui ont été vendus à l'Irak. Pour ce prix-là, on peut se passer de 3,5 millions de Juifs. Donc on a le prix exact, combien la France est prête à vendre 3,5 millions de Juifs. Écoutons nouveau le même reportage de la télé française. À 3500 km de Paris, Menahem Begin, le Premier ministre israélien, sonne l'alarme. Leader de la droite dure, il est déterminé à défendre coûte que coûte la sécurité de l'État juif, entouré de pays arabes hostiles. Arié Nahor, ici à gauche, était à l'époque son plus proche conseiller. Il se souvient de l'inquiétude de Menahem Begin au sujet d'Osirak. Begin nous a dit, hier, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu des enfants jouer dans le jardin. Et je me suis dit à moi-même, nous ne devrons jamais permettre à ce salaud d'infliger à ces enfants qui vivent ici ce que d'autres enfants juifs, d'autres petits Shlomo et Sarah, ont vécu là-bas. Il voulait dire en Europe, pendant l'Holocauste. C'est ainsi qu'il a élaboré sa doctrine nucléaire. Selon cette doctrine, l'État hébreu ne laissera jamais aucun pays ennemi, ceux qui ont juré de détruire Israël, produire ou utiliser des installations nucléaires. Alors, on a essayé, vous avez compris que la politique ne marche pas. Les Français vont être coopératifs, ils vont nous annoncer que c'est pas grave, il ne faut pas s'alarmer de ce réacteur nucléaire parce qu'ils ont inventé un nouveau combustible nucléaire qui s'appelle le caramel, c'est le joli nom, et qui a de l'uranium enrichi à 7% au lieu de l'uranium militaire enrichi à 93%. Bien sûr, c'est du baratin pour deux raisons. D'abord, ce caramel est en phase de développement, ça prendra des années à ce qu'il arrive en production. Or, le réacteur vendu doit être opérationnel déjà en 1981 et le caramel ne sera pas prêt. Et deuxièmement, les Irakiens ont très nettement répondu qu'ils n'accepteraient pas de caramel. Ce qu'ils veulent, c'est de l'uranium enrichi à 93%, du plutonium et une bombe atomique. Et donc, la France essaye de dorer la pilule, mais bien sûr,
Il n'y a rien derrière, il s'agit d'un réacteur atomique qui risque de détruire Israël. Et donc Israël, la première phase n'a pas réussi, la phase diplomatique, donc on passe à la deuxième phase et le Mossad maintenant s'implique dans ce qui se passe. Alors on commence à réfléchir en Israël, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourra bombarder ce réacteur? Comment le détruire? Alors on envisage des solutions, le problème c'est que c'est très loin. Envoyer des troupes d'infanterie sur plus de 1000 km et les récupérer après, c'est pas évident. Envoyer l'aviation, à l'époque, les fantômes fournis par les Américains n'ont pas l'autonomie de vol pour arriver jusqu'en Irak, pardon. Donc on est coincé. On peut attaquer ni par terre ni par mer. Donc on va essayer de démolir ce réacteur à la source, là où il est construit en France, pas le laisser monter en Irak et le démolir encore quand il est en France. On va laisser tomber ça. Et effectivement, en 1979, quand les deux cœurs d'acier, les deux réacteurs sont déjà achevés et que dans quelques jours, ils prennent la mer pour aller vers l'Irak, il y a une attaque de nuit et les réacteurs sont plastiqués et explosent et il ne reste rien de ces deux réacteurs. Vous voyez que la réaction sera une opération très professionnelle, les dégâts étaient très ciblés, il n'y a eu aucune victime. D'après les témoins de la scène, ce serait le Mossad israélien qui a agi d'après un scénario que le Mossad a déjà utilisé, c'est qu'il y a une jolie fille qui fait un accident la nuit juste devant les portes de l'entrepôt là où est de l'usine, et commence à s'invectiver avec le chauffeur, ça tourne à l'esclandre. Les gardiens de l'usine sont rivés sur cette bagarre dans la rue entre la jolie fille et le chauffard. Et pendant ce temps-là, les commandos du Mossad s'introduisent dans l'usine et font sauter les deux réacteurs. Alors, bien sûr, le Mossad Israël ne revendique pas ce dynamitage sur le sol français, il y a quand même de limites, mais c'est une époque où il y a beaucoup de manifestations des écolos et des Verts contre l'énergie atomique, contre la pollution atomique, etc. Et donc, le Mossad monte une organisation écolo qui n'existe pas, mais qui prend sur elle la responsabilité de cet attentat. Regardez l'attentat antinucléaire de la Seine revendiqué par des écologistes. Bien sûr, c'est un groupe que personne ne connaît. Ça ne berne personne dans les services secrets français, mais c'est pour la presse, pour ne pas prendre sur le dos le fait qu'Israël a agi en France et a fait sauter le cœur des deux réacteurs. Regardons ce que pensent les policiers français qui enquêtent, l'ancien de la DST. C'était bidon, hein. Ne nous faisons aucune illusion. L'explosion est due effectivement au service secret d'Israël. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ne serait-ce que par les explosifs utilisés, d'ailleurs. Ces explosifs utilisés étaient des explosifs d'une certaine nature qu'on ne trouve pas ici. Là, on se rend compte que ça ne peut pas être du travail fait par des amateurs. Donc c'était signé du Mossad. C'est signé du Mossad. Persuadé que le Mossad est... Bien. Alors, ça, c'était donc la première chose qu'on a fait, qui a été de dynamiter sans prendre en responsabilité. Mais enfin, les Français le savent, de dynamiter le corps. Il faut comprendre, ça ne démolit pas, ça n'arrête pas le plan, ça va le retarder, ça va faire réfléchir les Français. Mais pour l'instant, c'est un retard. Mais le programme continue. Les Irakiens sont furax et demandent à la France de réparer les dégâts et de faire de nouveaux cœurs de réacteurs. Et donc, il faut passer à une autre solution. Alors là, l'image de droite vient de la BD que je vous ai montrée dans la couverture. Et le docteur Yahya Al-Mashad, qui est un scientifique nucléaire égyptien qui est recruté par l'Irak, est liquidé dans son hôtel, l'hôtel Méridien à Paris. De nouveau, pour la DST, les traces font aller vers le Mossad, mais il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas de poursuite parce qu'ils n'arrivent pas à prouver ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, un deuxième scientifique nucléaire irakien va mourir, lui empoisonné, mais de nouveau à Paris. Donc le Mossad est passé à une activité plus directe de liquider les scientifiques
irakiens qui travaillent au projet nucléaire, et quand ça ne fonctionne pas, ils passent à la troisième phase, qui est des lettres de menaces et d'intimidation aux techniciens et aux savants français qui aident les Irakiens. Bien sûr, Israël n'a pas l'intention de liquider les savants français, mais on leur fait peur et ça marche. Il y a des techniciens qui décident de renoncer au projet et qui demandent à être relevés de leurs fonctions, mais ça n'arrête pas le projet irakien. Donc là, on a à droite, on a les trois phases. D'abord, le sabotage à la scène dans les usines. Après, l'ingénieur et la call girl, il s'agit des assassinats. Et après, la guerre psychologique d'essayer de faire peur aux techniciens français. Vous voyez à gauche la lettre. Si vous décidez de récidiver, nous ne répondons plus de votre vie, de celle des membres de votre famille, de vos biens. C'est envoyé par une organisation arabe anti-Saddam Hussein. Bon, ça trompe nos personnes et le but n'était pas de les liquider, mais de faire peur. Et finalement, il y en a qui ont quitté leur job, mais le projet n'est pas arrêté pour autant. Alors, on a retardé le projet, c'est important de retarder, mais il faut envisager une nouvelle solution. Et la nouvelle solution, maintenant, c'est une solution militaire, c'est-à-dire détruire le réacteur en Irak. Alors, je vous ai expliqué qu'on avait un problème, c'est que nos avions n'ont pas le rayon d'action nécessaire, les fantômes ne peuvent pas atteindre Bagdad. Seulement, sur ces entrefaites, il y a eu la guerre il y a eu la révolution islamique en Iran. Et quand le Shah est déposé et que Khomeini prend le pouvoir, alors les Américains gèlent la livraison de 55 chasseurs F-16 qu'ils devaient livrer à l'Irak. Et donc Israël dit, ben, c'est très bien, nous on est preneurs parce qu'Israël voulait acheter des F-16, et les Américains avaient accepté de nous en vendre, mais on n'était pas les premiers acheteurs. Donc, il y avait d'abord l'Iran en première place, et nous, on devait recevoir les nôtres vers le milieu des années 80. Et comme les Américains se retrouvent avec 55 F-16 sur le tarmac qui n'ont pas été livrés à l'Iran, Israël dit, ben, je suis preneur, avancez-nous la commande. Et les premiers F-16 arrivent en Israël en 1980. Et là, on parle d'un avion qui, lui, a peut-être les possibilités d'arriver jusqu'à Bagdad. Maintenant, le problème, c'est que Amman, le renseignement militaire, dit qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas attaquer parce que bombarder un réacteur atomique, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Personne n'a jamais bombardé de réacteur atomique. On ne sait pas quelles vont être les conséquences. On ne sait pas s'il y a de l'uranium autour ou pas et si ça risque de faire des retombées radioactives. Et deuxièmement, ça risque d'être très mal vu par l'opinion publique internationale. L'atome, c'est une arme de dissuasion, on n'y touche pas, on se menace, mais personne n'appuie sur le bouton. Et donc, toucher à l'atome, c'est très mal vu. Peut-être même que bombarder un réacteur va nous mettre au banc de la société de l'ONU, on aura des affaires sociales, donc il ne faut pas le faire. Mais sur ces entrefaites, je rappelle qu'il y a éclate la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et les Iraniens, eux, vont prendre des fantômes qu'ils avaient, puisqu'ils n'ont pas reçu les F-16 qui ont été bloqués au moment de la révolution, mais il leur reste les fantômes. Eux sont beaucoup plus proches, et pour eux, le fantôme a un rayon d'action suffisant pour aller à Bagdad. Et donc, vous voyez là des fantômes de la IRIAF, la Iranian Air Force, l'armée de l'air iranienne, qui attaque le réacteur à Bagdad. Et donc, ça va avoir deux implications. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'ils vont rater. S'ils avaient réussi à le démolir, on n'aurait pas eu besoin de nous en mêler. Donc, leur attaque a raté. Mais elle a un certain nombre de conséquences. En vert, les conséquences bénéfiques. Un, c'est que les techniciens français ont peur et s'enfuient. Donc, de nouveau, ils vont revenir. Mais ça donne un nouveau répit, il y a de nouveau un retard dans la mise en service du réacteur. Deuxièmement, il n'y a eu aucune réaction dans le monde à ce bombardement iranien. Donc, on dit, vous voyez, la manne, vous croyez que le monde ne laisserait pas bombarder un réacteur atomique? Voilà, les Iraniens l'ont fait et aucune réaction dans le monde. Donc, pourquoi nous, on ne le ferait pas, nous aussi? Cette attaque a eu aussi une influence néfaste pour Israël. C'est le fait que Saddam Hussein comprend que son réacteur est une cible et il faut donc le protéger. Il ne pense pas encore à Israël, il ne pense pas qu'Israël est capable d'arriver à Bagdad, mais il pense à une nouvelle attaque iranienne et donc il renforce la défense antiaérienne. Il y a plus de canons antiaériens, il y a des missiles SAM-2, SAM-3,
des missiles antiaériens russes. Et donc, quand Israël va arriver, le réacteur est beaucoup mieux défendu que ce qu'il était avant que les Iraniens l'attaquent. Donc, d'un côté, ça nous a aidé, d'un autre côté, ça nous a pénalisé. Maintenant, un autre avantage qu'on a eu, c'est que les Iraniens ont photographié le réacteur et plus tard après, ils n'ont pas réussi à le détruire, mais ils ont réussi à nous voir prendre des photos et ces photos, ils nous les ont fournies. C'est-à-dire que les Iraniens se disent, OK, Israël, c'est le deuxième grand Satan après les États-Unis, Israël, c'est l'ennemi du monde musulman, mais si Israël est l'ennemi des sunnites, alors d'après ce dicton connu que l'ennemi de notre ennemi, c'est notre ami, l'Iran fournit à Israël les photos, l'imagerie militaire. À l'époque, on n'a pas encore de satellite qui peut photographier ce réacteur, mais on reçoit des photos, énormément de photos que les Iraniens nous fournissent, bien sûr pas directement, c'est fait par tiers, mais on reçoit des photos de l'objectif qu'on peut maintenant analyser. Maintenant, il faut comprendre qu'en Israël, on décide de passer à une attaque, un bombardement en règle. Maintenant, est-ce qu'on en est capable? Je dis qu'avec les fantômes, on ne pouvait pas. Est-ce que le F-16 est capable d'attaquer en Irak? Alors, on commence à, en tout cas, préparer des plans. Mais celui qui bloque les plans, vous le voyez à droite, c'est le ministre de la Défense, Ezer Weizmann. Je rappelle qu'en 1980, on est en plein dans le début des pourparlers de paix avec l'Égypte. On doit leur rendre le Sinaï très bientôt. Et Ezer Weizmann a peur qu'un bombardement en Irak foute en l'air l'accord historique avec l'Égypte. On voit aujourd'hui combien ces Égyptiens nous aiment. Ils ont demandé, juste hier, ils ont demandé aux Houthis, s'il vous plaît, arrêtez de tirer sur les bateaux dans la mer Rouge parce que ça nous fait du tort. Après, ils ne prennent plus le canal de Suez. Concentrez-vous juste sur les bateaux israéliens. Et puis, c'est bien sûr eux qui réarment les missiles qui sont tirés sur nous actuellement arrivent par l'Égypte. Donc, on comprend qu'il est l'Égypte. Mais à l'époque, Ezer Weizmann pensait que c'était une grosse réussite. Et il a très peur qu'une opération contre l'Irak mette en danger les accords de paix avec l'Égypte. Et donc, il refuse, en tant que ministre de la Défense, que Tsahal continue à préparer ce projet. Heureusement, il va démissionner en 1980. Et une fois qu'il démissionne, Begin demande à l'armée de reprendre en main le projet et il reçoit même un nom de code, Givat Atachmoshet. Donc c'est le premier nom de code de cette opération. Mais je dis, on est encore au stade préliminaire. Est-ce qu'on en est capable? C'est que l'armée essaie d'envisager les différents scénarios et réfléchit à comment attaquer et bombarder ce réacteur. Alors il faut comprendre le premier problème. On a des F-16. Mais c'est vraiment limite au niveau du rayon d'action du F-16. On n'a pas à l'époque de ravitailleurs en vol qui peuvent ravitailler un F-16 en vol. De toute façon, l'armée de l'air dit qu'un ravitailleur en vol, ce n'est pas possible parce qu'il faut voler trop haut, on serait découvert par les radars irakiens. Donc, il n'y a pas possibilité de ravitaillement en vol. Maintenant, est-ce que le F-16 est capable d'un aller-retour sur Bagdad? Et le commandant de l'armée de l'air donne cette mission à un jeune officier du nom de Ilan Ramon, le futur astronaute israélien qui va périr dans la tragédie, la catastrophe de la navette Columbia. À l'époque, il est jeune officier, il est navigateur sur F-16 et on lui demande de calculer est-ce que le F-16 peut faire cette mission. Et il va répondre, on peut presque y arriver. Presque, on peut, mais on ne pourra pas rentrer. On n'aura plus assez d'essence pour revenir. Alors, on lui demande de refaire ses calculs et il va faire des calculs pendant des semaines. À quelle altitude voler? Comprendre. Plus on vole bas, plus on est protégé des radars. On n'est pas vu par les radars ennemis. D'un autre côté, plus on vole bas et plus on consomme de carburant. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. On va finalement décider que les F-16 n'emmèneront rien à part des bidons de carburant supplémentaires et les bombes qui doivent être larguées sur la cible. Mais par exemple, tout l'équipement de combat, de brouillage électronique va être laissé à terre. Donc, les avions seront vraiment sans défense. On a juste des plateformes volantes qui vont arriver pour bombarder l'objectif. On peut y arriver. Alors, on peut y arriver, mais ces nouvelles de ce plan qui se prépare arrivent aux oreilles de Shimon Peres. Shimon Peres, qui à l'époque est le chef de l'opposition.
Et lui, il envoie une lettre secrète à Menachem Begin. Alors, elle est connue aujourd'hui, donc elle est plus secrète. À l'époque, elle était secrète. Et voilà le contenu de cette lettre. Je pense que c'est mon devoir civil de dire, d'arrêter ce projet. Et c'est pas maintenant le moment, ce n'est pas le bon moment pour bombarder le réacteur irakien. Ça, c'est jamais le bon moment. C'est pas le bon moment de faire un nouveau village. C'est pas le bon moment d'attaquer le Hamas. C'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment de rien. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que quand Menachem Begin reçoit cette lettre, il comprend qu'il y a des gens qui n'auraient pas être au courant de ce projet et qui sont. Donc il dit, si Pérez le sait, ça peut filtrer aussi à d'autres, ça peut filtrer vers la presse. Et donc, il annonce qu'il gèle le projet, mais il va très vite le remettre sur les rails avec un nouveau nom de code. Et ce coup-ci, ça va être l'opération Opéra. On avait Givat Tachmoshet. Maintenant, on demande à l'ordinateur de sortir un nouveau nom et l'ordinateur va nous pondre Opéra, qui va être maintenant le nom de l'opération. Alors, le temps joue contre nous. Là, vous voyez le sablier qui nous annonce que le temps joue contre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est évidente, une chose qui est claire, une chose qui n'est pas n'est pas à mettre en question. Le bombardement doit avoir lieu avant le démarrage du four. Une fois qu'il y aura de l'uranium enrichi dans le four, bombarder un four, ce qu'on appelle un four chaud, ça va faire des retombées radioactives, les particules vont aller vers l'Euphrate et vont polluer tout le cours de l'Euphrate et tous les villages qui sont le long de l'Euphrate. C'est trop dangereux. Donc il faut attaquer avant que le cours commence à démarrer, et ça c'est prévu pour l'automne 81. Donc automne 81, c'est la dernière limite. Après, on ne peut plus bombarder le réacteur. Et donc le jour qui est choisi va être la veille de Shavuot, donc juin 1981, c'est un dimanche. Et un dimanche, c'est bien parce qu'un dimanche, c'est-à-dire que les techniciens français ne seront pas au boulot. Le but, c'est de ne pas faire de victimes civiles françaises dans l'attaque. Il y aura effectivement un technicien français qui va être sur les lieux, qui sera tué. Mais avoir choisi un dimanche, ça a quand même limité. Le commandement de l'armée de l'air était entièrement contre, parce que ce dimanche était par hasard entre Shabbat et Shavuot. Donc il faut comprendre qu'en Israël, entre Shabbat et Shavuot, on fait un pont. Donc il n'y a pas d'entraînement. Donc le commandement de l'armée de l'air a dit, si les radars jordaniens nous voient décoller, ils vont comprendre quelque chose de bizarre, parce qu'on ne s'entraîne pas les veilles de fête. Et donc, il y a quelque chose, une action vers l'Est, ils vont prévenir les Irakiens. Donc, ce n'est pas la bonne date, mais Begin tient bon et la veille de Shavuot, les chasseurs vont décoller. Parce que, comme le dit ici, comme le dit Begin, le général en chef m'a dit, nous sommes obligés d'attaquer maintenant, parce qu'en juillet ou en septembre, le réacteur sera en service. Et donc, il faut qu'on attaque. Je dis, on est en juin, donc on est un mois avant la mise en service probable du réacteur. Vous voyez là, maintenant, s'affichent les décideurs à droite, les politiciens. On a le chef du gouvernement, c'est Menachem Begin, qui est aussi chef de ministre de la Défense, puisque Ezer Weizmann a démissionné. Le chef de l'armée, c'est Raphaël Eitan. Le commandant de l'armée de l'air, David Ivry. Et à gauche, vous voyez les pilotes qui ont participé à la mission. Je ne rentre pas dans le détail, puisque pour vous, ils sont inconnus, pour les Israéliens un peu plus connus. Ilan Ramon, j'ai dit, ça va être le premier astronaute israélien. Peut-être, oui, Iftar Spector, qui commande la base aérienne de Ramat David, parce que c'est le fils du Spector qui a commandé l'opération du Ari Hayam. On a déjà fait une conférence l'année dernière sur les Kaf Gimel, Yordé Asira, les 23 combattants qui sont allés, dans le cadre de l'armée anglaise, bombarder les installations raffineries de pétrole en Syrie, mais qui ont disparu en mer. Alors, Spector, c'est le fils du commandant du bateau qui est allé attaquer pendant la Shoah en Syrie. Amos Yadlin,
va être plus tard commandant-chef du renseignement militaire. Bon, je crois que les autres sont pour vous tous des inconnus, donc on va continuer. On arrive donc maintenant comment traverser ces 1100 kilomètres qui séparent Israël de l'Irak sans être détectés. Je rappelle que les avions sont presque sans défense parce qu'ils emportent essentiellement du carburant et 2 bombes de 1 tonne pour larguer sur le réacteur. Et je rappelle que c'est pas une partie de plaisir parce que d'abord, il faut survoler des territoires qui ne sont pas amis. La Jordanie et l'Irak sont des pays qui n'ont pas d'accord de paix avec Israël à l'époque. Et qu'il y a la guerre entre l'Irak et l'Iran. Donc l'armée irakienne est sur le pied de guerre. C'est pas qu'on attaque un pays qui est comme la Havdil, nous étions dans la veille de Simchat Torah entièrement dans l'euphorie, là, pas du tout prêt à l'attaque qu'ont déclenché les Gazaouites sur nous. C'est pas la situation. L'Irak est en guerre contre l'Iran et toutes leurs troupes sont en alerte. Donc, c'est pas évident d'arriver jusqu'à Bagdad, la capitale irakienne, pour bombarder là-bas. Le site est à 17 km de la capitale. Alors, je vous expliquais que les avions emportent le minimum et ils décident de faire quelque chose qui est très problématique. C'est ce qu'on appelle un ravitaillement à chaud. Vous savez tous que quand vous allez refaire le plein de carburant pour votre voiture, vous arrivez à la pompe et la première chose qu'on vous demande, c'est d'éteindre votre moteur parce qu'il y a de l'essence et des vapeurs d'essence, c'est hautement explosif et donc on coupe le moteur quand on ravitaille une voiture. Même chose pour un avion. Alors là, pour économiser l'essence, comme ils vont calculer qu'ils vont aller sur leur dernière goutte, la photo n'est pas israélienne, c'est un avion américain, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'on essaie le dernier remplissage va être déjà sur la piste d'envol, le moteur allumé, pour vraiment économiser les gouttes et l'allumage et la préparation en vol. On va le remplir tout de suite. Mais ce que vous voyez à gauche, vous voyez un entretien avec Relik Shafir, qui est c'est le 7e pilote sur les 8 qui vont bombarder le réacteur, l'avant-dernier. Et lui raconte que quand il est sur la piste et qu'on branche la pompe à essence, ça ne remplit pas, ça ne marche pas. Alors l'officier technique lui dit, OK, j'amène une autre citerne, il amène une autre citerne de carburant, et là non plus, ça ne fonctionne pas. Donc il dit, je vais chercher l'officier technique pour lui dire qu'il y a une panne. Relik a compris. S'il cherche l'officier technique parce qu'il y a une panne de remplissage, c'est-à-dire que lui ne part pas, il va être remplacé par, il y a toujours, quand il y a 8 avions qui doivent partir, il y a un 9e qui est en réserve, c'est la réserve qui peut venir et qui va faire l'opération à sa place. Donc il annonce par sa radio l'officier technique, il lui dit, attention, tu m'as attaché sur mon siège, tu as vu que j'ai un pistolet à la ceinture, si tu bouges, je te descends, je t'abats. Et dans l'interview qu'il donne 40 ans plus tard, il raconte, j'étais complètement cinglé. C'est-à-dire qu'on savait déjà qu'on allait rentrer avec les dernières gouttes de carburant. On n'était pas sûr qu'on y arriverait. Là, maintenant, si je n'ai pas pu remplir mon réservoir, j'ai aucune chance de revenir. Alors, pourquoi je l'ai fait? Mais parce que de toute façon, je ne pensais pas revenir. Vous voyez, sur les scénarios, il y avait 2 possibilités. C'est de réussir la mission ou de ne pas la réussir. Mais même, les optimistes pensaient que sur les 8 avions, il y en aurait 2 abattus. Ça, c'est le minimum. Les pessimistes pensaient que tous les 8 seraient abattus, aucun ne reviendrait. Donc, les pilotes qui sont partis en mission suicide. Alors, pourquoi Relik Shafir le fait? Il dit parce que je suis fils d'une famille de la Shoah et il faut sauver Israël de l'arme atomique. Alors, c'est pas important ma vie, est-ce que je vais revenir ou pas revenir? Mais comme de toute façon, j'ai aucune chance de revenir parce que, il faut comprendre, on ne pense pas que tout le monde pourra revenir. D'abord parce qu'on n'a pas assez de carburant, ensuite parce qu'on va être engagé par la DCA irakienne, et c'est évident que ceux qui vont être les plus en danger sont les derniers, parce que si encore les premiers peuvent espérer un effet de surprise, les derniers arriveront quand la DCA sera déchaînée. Or, moi, je suis le 7e, j'ai aucune chance de rentrer. Alors, écoutons-le un instant, parce que je vais peut-être l'entendre de ses propres paroles. ובמקרה לאחד הטייסים הבאוזר לא העביר דלק. תקלת תדלוק, מכיוון שהטייס נמצא בקשר. En plus,
לא הבנתי למה, איפה הוא... En plus, il le raconte en disant, il y avait un pilote qui avait des problèmes de remplissage d'essence. À la fin, il dit, mais c'était moi le pilote. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais à l'époque, on avait compris que c'était une mission dont on ne reviendrait pas, mais il fallait la faire parce qu'il fallait sauver le peuple juif. Alors, ça c'est pour la petite histoire. Vous voyez à gauche Ilan Ramon comme astronaute et sa femme Rona, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. À droite, vous voyez Ilan Ramon à côté de son F-16. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que la dernière Israélienne à avoir vu Ilan Ramon, avoir vu cette opération se déclencher, c'était elle. Elle raconte dans un interview qu'elle était en balade dans le Sinaï et qu'ils ont vu la veille de Shavuot, comme ça, donc un jour où l'armée de l'air ne s'entraîne pas, ils voient 8 F-16 qui passent au-dessus d'eux et encore 6 F-15 qui les accompagnent et qui vont vers l'Arabie Saoudite. Alors, c'est tellement bizarre de voir comme ça tous ces avions israéliens de l'armée de l'air qui quittent le territoire israélien pour aller vers l'Arabie Saoudite veille de Shavuot. Elle suit des yeux le dernier avion jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le dernier avion, c'était l'avion de Ilan Ramon et 1 an et demi plus tard, elle fera connaissance d'Ilan Ramon et ils se marieront. Mais elle l'avait déjà dans l'œil quand il est parti en Irak sans savoir que c'était lui. Elle a suivi le dernier avion qui fonçait vers l'Irak. Le premier pépin, c'est que au-dessus de la mer Rouge, parce que depuis l'aéroport de Etzion et en route vers l'Arabie Saoudite, il faut traverser le golfe d'Elat, la mer Rouge. Vous voyez là les F-16 accompagnés des F-15, et sur leur route, ils survolent le yacht du roi Hussein de Jordanie. Or, le roi Hussein de Jordanie est un ancien pilote. Il comprend qu'il y a quelque chose de bizarre s'il y a comme ça 14 avions israéliens qui le survolent direction l'Arabie Saoudite. Et ce que lui va faire, c'est qu'il va directement appeler par radio son chef de ministre de la Défense et lui dire de transmettre aux pays voisins que les Israéliens mijotent quelque chose. Baruch Hashem, ça ne sera jamais transmis, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est très grave parce que est-ce qu'on a été détecté? Est-ce que ça va mettre en péril la mission? Je rappelle que les pilotes sont en silence radio pour éviter d'être détectés par les radars ennemis ou par les écoutes ennemies. Ils n'ont pas le droit de parler à la radio et ils volent très très bas. Ils vont voler à entre 15 et 30 mètres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur le vol parce que si on ne se concentre pas, la moindre petite colline ou le moindre poteau électrique, l'avion s'écrase. Alors voilà maintenant le plan du vol. Là, une petite erreur au départ, c'est qu'ils ne sont pas passés par le sud d'Israël, la Jordanie. Ils sont passés du Sinaï, de la base d'Etzion, qui est Israël à l'époque, directement vers l'Arabie Saoudite. D'Arabie Saoudite en vol à basse altitude. Ils avaient détecté une faille dans la défense aérienne, dans les radars irakiens. Et par là, ils arrivent. Et juste avant d'arriver à Bagdad, ils reprennent l'altitude pour se préparer au bombardement. Une fois qu'ils auront bombardé le réacteur, alors là, ils vont reprendre l'altitude pour rentrer en altitude. D'abord pour être plus loin des missiles antiaériens, donc c'est plus sécure pour eux d'être à haute altitude, et surtout, ça consomme moins de carburant. Je rappelais qu'il n'y a plus beaucoup de carburant. Donc, ils vont prendre une route plus directe, puisque maintenant, il n'y a plus besoin de penser à ne pas être détecté. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Donc, il faut rentrer au plus vite. Donc, ils choisissent la route la plus courte et l'altitude élevée pour rentrer rapidement à la maison. Et le miracle va être qu'ils ont réussi à mettre toutes leurs bombes, presque, dans le réacteur et qu'ils vont tous rentrer à la maison sains et saufs. C'est ce qu'ils n'imaginaient pas au départ, mais ils ont réussi. Un miracle. Il y a eu beaucoup de miracles. Alors là, vous voyez l'attaque sur le réacteur. À droite, un dessin, mais regardons à gauche, écoutons quelques secondes d'enregistrement d'un des pilotes qui, à la fin du lot, je crois que c'est Ilan Ramon, et qui entend son leader qui, lui, est déjà en train d'essuyer le feu de la DCA irakienne. אני המטרה. יש באמת נ"מ, לא יודע אם זה נ"מ. אתה נכנס באוברטונים כאן? פלפל מוץ.
Donc là, ils sont en train de... MOTS, c'est les leurres pour dévier les missiles antiaériens. Vous avez vu qu'à la fin du film, il commence à grimper puisqu'il est en train de monter pour prendre son poste d'attaque. J'expliquais qu'ils étaient en rase-motte, on l'a vu voler très bas. Et peut-être qu'à la fin du film, il prend de l'altitude et il décolle pour attaquer à partir des airs. Et, de nouveau, ce petit film à gauche, en bas à gauche. The ill-trained Iraqi anti-aircraft gunners defending the complex are caught completely by surprise. They fire wildly, even hitting their own positions as they attempt to track the Israeli aircraft. Lieutenant Colonel Raz targets the main reactor building and its massive concrete dome. He releases his munitions at 3,600 feet. The bomb is on a 12-second delay, which allows it to penetrate the concrete shielding before exploding within the reactor. The rest of the F-16s follow in a methodical parade, each hitting the target dead-on in 5-second intervals. The last pilot in line is Deputy Squadron Commander Ilan Ramon. Ramon drops his bombs before going to afterburner and climbing with the rest of the F-16s. Donc, ce qui a été dit, c'est qu'ils arrivent par surprise. Vous avez vu, ils sont un derrière l'autre, à quelques secondes d'écart l'un de l'autre. Chacun bombarde. Ils ont des bombes à retardement pour qu'elles rentrent, qu'elles perforent le béton et qu'elles explosent à l'intérieur. Le but avait été que les premiers font sauter la coupole du réacteur et les suivants vont rentrer profondément, 30 mètres sous terre, et faire sauter les cuves du réacteur. C'est ce qui a été fait et le réacteur est complètement démoli après cet bombardement très réussi et les pilotes rentrent sur... Alors voilà le site qui n'a jamais été... voilà, il s'agit une photo du site qui a été détruit et qui n'a jamais été reconstruit plus tard. Il y a encore, d'après certains, il y aurait encore même des bombes non explosées qui ont perforé mais qui n'ont pas explosé. Je ne sais pas. Et quand les avions vont rentrer, ils vont être décorés. Vous savez que les avions ont l'habitude de marquer leur victoire. Les cow-boys mettaient une croix sur la crosse de leur revolver. Les pilotes des F-16, vous voyez qu'ils ont la cocarde, c'est-à-dire que ce F-16 a battu un avion en vol. Mais à côté, il y a un nouveau sigle qui a été inventé pour les besoins de la cause et qui est le réacteur atomique et qui veut dire que ce F-16 a participé au bombardement du réacteur. En bas à gauche, vous voyez Asaf Ramon, le fils de Ilan Ramon, qui lui aussi était pilote de F-16. Et son premier vol sur F-16, il l'a fait sur l'avion de son père qui avait bombardé Bagdad. C'était un vol historique dans l'avion de son père qui était revenu de la destruction du réacteur. Alors, les réactions. Quelles sont les réactions du monde à ce bombardement? Alors, le soir même, le lendemain du bombardement, Begin annonce à la radio qu'Israël a détruit le réacteur irakien. Alors, de nouveau, les chefs de renseignement disent qu'il ne faut pas le faire, on n'a qu'à dire que c'est les Iraniens, pourquoi dire que c'est nous et que le monde entier nous sera dessus, nous tombera dessus? Et Begin va répondre quoi? On vient comme des voleurs la nuit, on n'a pas le courage de nos actes, il faut dire c'est nous qui l'avons fait et qu'on en est capable, ça va même leur faire peur, et donc Begin l'annonce. Regardez, maintenant c'est un petit enregistrement qui n'est pas en rapport, c'est pas à ce moment-là, mais c'est pour entendre comment Begin parle quand il veut parler à la tribune. Hussein, העריץ הדמים הזה, אשר במו ידיו רצח את טובי ידידיו כדי להשתלט על עיראק, הכין בשביל הילדים שלנו את הרעל של רדיואקטיביות שתצא מפצצות אטומיות, והיה מטיל אותן בלי רחמים על תל אביב, על פתח תקווה ועל ירושלים ועל חיפה כדי לחסל את העם היהודי בארצו. את מי אתה בא להעניש? לא את המרצח שהכין פצצות אטומיות, אלא את המתגונן אשר השמיד את הכור הארור הזה. ועכשיו אנחנו יכולים לומר לילדינו החביבים, אתם תולידו בנים בארץ ישראל. Begin était connu pour ses talents d'orateur. Vous avez entendu même ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, atome,
Yerushalayim, Haïfa, parce qu'en fait, les prévisions disaient que un réacteur de cette taille pourrait faire des bombes de la taille de la bombe d'Hiroshima, une bombe qui a fait 100 000 morts directs, et que ce réacteur pourrait en produire 3 par an. À quoi ils ont dit, oui, mais 3 par an, c'est 3, ça détruit Israël. Une sur Jérusalem, une sur Tel Aviv, une sur Haïfa, ça détruit l'État d'Israël. Pas besoin de plus. On n'est pas un pays où il y a besoin d'une centaine de bombes pour le détruire. Donc il faut comprendre. 3 bombes que ce réacteur peut produire, c'est la fin de l'État d'Israël. Alors, Pérez et Rabin, qui ne s'entendaient pas entre eux, arrivent à s'unifier pour attaquer Begin en disant que c'était de la propagande électorale, comme on est juste avant les élections. Begin l'a fait pour des fins électorales et pas parce qu'il y avait une menace tellement importante sur le peuple juif, bien sûr. Comme on nous raconte qu'il n'y a aucune menace. Les méchants, c'est juste quelques soldats du Hamas qui restent, mais les autorités palestiniennes sont des gentils, le Hezbollah c'est des gentils, ce qu'on a dit au début. Maintenant, on est aussi en guerre contre le Hezbollah et contre d'autres. Regardez la caricature de l'époque, vous voyez Begin qui doit se mesurer à Pérez, et puis derrière, les représentants du monde qui sont derrière. Le soir même, le soir du bombardement, Begin appelle l'ambassadeur américain et lui annonce qu'il doit dire à son président que vient de bombarder, Israël vient de bombarder le réacteur et l'a complètement détruit, ce qui ne plaît pas beaucoup à l'administration américaine, mais enfin, on les a mis devant le fait accompli. Et vous voyez les titres maintenant du New York Times. Les jets israéliens détruisent le réacteur atomique irakien. Les USA et les Arabes condamnent cette attaque. Donc les Américains ne sont pas de notre côté, pas à leur créer un tort face aux Arabes, puisqu'on a utilisé du matériel militaire américain pour attaquer les Irakiens. Réaction internationale, elles ne se font pas attendre. L'ONU va se réunir en salle plénière pour voter la résolution 487 qui appelle à la cessation des hostilités, ça c'est toujours la même chose, à l'envoi de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis vont bloquer la livraison des derniers F-16 qu'on devait recevoir. Et vous voyez en bas Moscou et Pékin qui annoncent que c'est un acte de piraterie internationale, qu'Israël sont des gangsters, etc., etc. Et alors, un jeune sénateur rencontre le Premier ministre, Menachem Begin. Ce jeune sénateur, à l'époque, s'appelait Monsieur Biden. Et Biden va taper sur la table et va dire à Begin, si vous agissez contre notre dictat, eh ben, on va vous couper l'aide militaire. Alors, Begin va lui répondre, cette table, elle est faite pour écrire, pas pour taper dessus. Alors, vous arrêtez de marteler la table avec vos poings. Deuxièmement, je suis un juif fier. Et après 3700 ans d'histoire, personne ne nous a aidés quand on a été massacrés dans les chambres à gaz. Personne ne nous a aidés quand on s'est battu pour créer notre État. Je rappelle la conférence précédente où j'ai parlé du non-soutien des États-Unis à la guerre d'indépendance. Au contraire, ils ont fait un embargo et les armes qu'on avait achetées aux États-Unis n'ont pas pu arriver sur le théâtre d'opération à temps. Il dit, on a payé pour ce pays, on s'est battu pour lui, on est mort pour vivre ici. Et on continue maintenant. On va assumer notre propre dépense, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Et c'était tout à fait la ligne de pensée de Zev Jabotinsky, qui était le maître à penser du Likoud, qui a dit, puisque le sionisme est une cause morale et juste, alors il faut le faire, quoi qu'en pense Joseph ou Simon ou Ivan ou Ahmed. Joseph, c'est un juif qui n'est pas d'accord, ou Simon, c'est les Américains, ou Ivan, c'est les Russes, ou Ahmed, les Arabes. Ça ne nous importe pas ce qu'ils font. Nous, on doit faire ce qui est bon pour l'État d'Israël. Et regardons un petit film qui est Begin, qui ne parle pas, c'est pas cette rencontre avec Biden, mais c'est un moment où le chancelier allemand a demandé à Begin de créer un État palestinien. Mais c'est le même ordre, même type d'argumentation que Begin utilise, c'est pour ça que je l'ai mis ici. וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא? אני הופקדתי על ידי העם לשמור על ביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי עצות לכל אירופה ולכל העולם איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית, הרי זה מעשה איבה שלא היה כמוהו. וממי הוא בא?
מבנו של העם הנושא באחריות בעד רצח שליש מן עמנו, 6 מיליונים, דבר שלא קרה מאז האלוהים ברא את האדם והאדם יצר את השטן. הוא ייתן לנו עצות איך לשמור על ביטחוננו, הוא יפקיר את דמנו, הוא ינהל תעמולה למען מדינה פלסטינית. אז כשאדון שמיט, צ'נסלר, נו, תסלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד, אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד, אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום. אז כשהוא אומר דברים כאלה אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו תקימו מדינה פלסטינית? כלומר תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? ואני לא אשיב לו? לא שיבותי לו כמו שצריך ידידי, אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי, ואם יש כמה יפי נפש שככה החלו לעקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום. וזה מייעץ לי. Begin a fini par une rhétorique à la Begin. Il y en a qui ont... En français, on dit c'est un jeu de mots qui ne marche pas. En français, on dit on danse sur sa chaise quand on n'est pas à l'aise. En français, on dit on tord le nez. Il y en a qui se tordent le nez. Mais on est tordu, c'est pas un problème. Mais on ne cédera pas dans ce qui est la défense d'Israël. Finalement, les journaux annoncent que ça va prendre 3 ou 5 ans pour les Irakiens de reconstruire leur réacteur. Alors, de nouveau, les mauvaises langues vont dire, vous voyez, ça ne sert à rien de bombarder un réacteur. Parce que vous les bombardez, ben alors ça va prendre quelques années de plus. Dans quelques années, ils auront leur arme atomique. Ben, c'est un fait. Déjà, 40 ans ont passé et les Irakiens n'ont pas d'armes atomiques. C'est-à-dire que gagner 3 ans ou 5 ans, ça peut être gagné pour la vie. Puisqu'après, il y a eu la guerre du Golfe et l'Irak a été entièrement détruite. Et ces 5 ans qui ont été gagnés en bombardant le réacteur, ben, nous ont fait gagner le fait qu'il n'y a pas d'armes atomiques en Irak. David Ivry, qui était le ministre de la Défense israélien à l'époque, était après ambassadeur aux États-Unis en 1999, et dans son bureau à l'ambassade, il avait une photo du réacteur détruit. Et un jour, il reçoit une lettre du ministre de la Défense américain, à l'époque Dick Cheney, qui lui dit merci beaucoup pour le boulot incroyable que vous avez fait en détruisant le réacteur irakien qui nous a permis de mener notre opération Ouragan dans le désert. Vous savez, la guerre, la première guerre du Golfe, les Américains attaquent l'Irak en 1991. Qu'est-ce qu'elle aurait été si l'Irak, à l'époque, avait eu une arme atomique? Donc, finalement, les Américains se rappellent a posteriori de remercier Israël pour avoir détruit ce réacteur, bien qu'à l'époque, on a été condamnés et qu'ils nous ont bloqué les F-16, etc. Les Américains ont essayé de continuer leur programme atomique, mais il y a eu la guerre et ça n'a pas abouti. 40 ans plus tard, ils ne se gênent pas pour demander des réparations à Israël. Israël, vu sa responsabilité internationale pour cette agression, une rapide et adéquate compensation, il faut encore qu'on leur paye. J'aimerais bien aussi qu'ils nous payent pour tous les dégâts qu'ils nous font chaque fois. Et pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi cette conférence, alors la conférence était la conférence, vous l'avez tout le temps sous les yeux, aux Irak, jamais 203. Pourquoi jamais 203? Parce que presque tout le monde se rappelle ce bombardement aux Irak, ça avait défrayé la chronique en France, puisque c'était un réacteur français, les Américains, enfin tout le monde était tombé sur Israël, tout le monde avait accusé Israël, une résolution de l'ONU contre Israël, mais ça a eu deux implications. Une première implication que ça a eu, c'est que la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine Begin, a été Israël ne permettra jamais à un pays en guerre à développer un armement atomique. Et il y aura une suite à ça, c'est que quelques années plus tard, c'est la Syrie qui va essayer de construire un réacteur atomique. Et quelque chose que pas beaucoup savent, parce que Israël au début n'a pas reconnu avoir bombardé le réacteur, très différent de ce qui s'est passé en Irak. Et la Syrie elle-même n'a pas reconnu qu'il y avait un réacteur. Elle a dit Israël a bombardé un lieu désert dans le désert. Donc personne n'a
n'a reconnu cette attaque. Finalement, quelques années plus tard, ça avait été raconté. Il y a même un petit film, vous pouvez voir sur le YouTube, Kabel Arizona. Arizona, c'est le nom de code, la destruction du réacteur syrien. Et maintenant, vous comprenez le titre. Jamais 203. Israël a déjà détruit 2 réacteurs, le réacteur irakien et le réacteur syrien. Ça fait maintenant une dizaine d'années que Netanyahou essaye de convaincre les États-Unis, les Européens, de bloquer le programme nucléaire iranien. Pour l'instant, on n'y a pas réussi. Donc, est-ce qu'Israël est en route pour détruire le réacteur iranien? Je vous invite à la prochaine conférence. On parlera de la suite du réacteur syrien et ce qui s'est passé, et un petit peu des implications que ça a sur ce qui se passe dans les relations d'Israël avec ce réacteur iranien et cet effort diplomatique de convaincre les États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est Netanyahou qui va réussir à les convaincre ou si c'est les Houthis qui attaquent les Américains qui vont les convaincre, ou si finalement Israël doit faire le job. Je ne sais pas, juste en promo, je vous donne ce petit film, et avec ça je finis, qui était l'année dernière, il y a 2 ans et demi, quand il y a eu l'exercice Blue Flag, j'en ai déjà parlé. Regardez, c'est l'extrait de I-24. 3000 soldats déployés, près de 80 avions et 8 pays concernés. La base aérienne d'Ouvda, dans le sud du pays, accueille pendant 2 semaines l'exercice international Blue Flag dans le ciel israélien. C'est la 5e édition du Blue Flag et je suis fier d'annoncer qu'il s'agit de l'exercice aérien le plus grand et le plus perfectionné jamais organisé en Israël. Objectif pour l'armée israélienne, se rapprocher au maximum des menaces actuelles. Alors pour ce faire, 2 groupes. Une force bleue composée de 8 pays. D'Israël, 3000 soldats déployés, près de 80... Bon, je vais arrêter le film. Si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder sur Internet, Blue Flag. Mais dans la suite du film, il dit clairement pourquoi il y a eu cet exercice a eu lieu en Israël et pourquoi 8 pays ont participé. Et ils le disent sans le dire, mais en disant quand même que le scénario de référence, c'est le bombardement par une coalition internationale des possibilités atomiques de l'Iran. Si Israël a tiré des leçons des bombardements du réacteur de Bagdad et du réacteur en Syrie, il faut comprendre que les Iraniens aussi ont tiré des leçons, et on sait aujourd'hui que leurs sites sont très dispersés. Ce n'est pas un site en Iran, mais c'est plusieurs sites qui sont très dispersés. L'Iran est un très grand pays. Beaucoup de choses sont enterrées et donc il faut une autre stratégie que la stratégie qui a été utilisée dans le passé. On ne peut pas refaire la guerre du passé, il faut préparer quelque chose de nouveau. Et Israël essaye depuis des années de convaincre le monde de l'Ouest de comprendre quelle est la menace, de comprendre que cette menace, Israël n'est que le premier bastion à détruire et qu'une fois que l'islam aura sa bombe, il ne s'arrêtera pas à Israël, il continuera vers l'Europe. Voilà, alors on a été très, très optimiste là. Je vois d'ailleurs que quelqu'un m'écrit là-dessus, être confiant. Je suis très confiant. Je le dis toujours, si Dieu avait voulu détruire Israël, il n'avait pas besoin de nous ramener en Israël. Il suffisait de laisser encore 3 ans à Hitler de finir le boulot et on ne serait pas là. Donc, si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait arrêter Hitler et permettre de créer Israël, c'est qu'apparemment, le projet n'est pas de détruire Israël. Donc, je suis confiant. Le problème, c'est toujours le même, c'est que les Juifs sont des gens compliqués. On ne veut pas comprendre, alors on fait un tas d'erreurs. Si on avait commencé à réagir un peu plus tôt, et on peut réagir déjà depuis 10 ans, mais maintenant vous comprenez exactement pourquoi Israël ne peut pas réagir. Parce que après le 7 octobre, je pense que tout le monde a compris qui sont les chefs de l'armée, qui sont les chefs du renseignement militaire, qui sont les chefs du Mossad, que tous ces gens-là sont des gens qui ont complètement dérapé. C'est plus du tout les gens qu'on avait dans ces postes-là il y a 40 ans, et qu'il faut faire un gros ménage en Israël. Là, bien sûr, maintenant, c'est dur à dire, surtout qu'on est encore en guerre. Le problème, c'est que il commence à rouvrir la bouche. Je vous rappelle qu'avant le 7 octobre, la manif était gérée par les grands consortiums économiques qui géraient le pays, qui avaient les manifs que les patrons de Fox, de Osem, de Strauss n'étaient pas gênés pour dire ce qu'ils pensaient de Netanyahou.
et que maintenant ils ont recommencé. Le fait qu'ils annoncent de façon concertée tous qu'à partir de demain, il y aura des augmentations de prix, c'est en fait, ils recommencent le 6 octobre, quand ils sont encore avant la guerre. Maintenant, le but ultime, c'est de faire tomber Netanyahou, et donc il faut faire une crise économique qui va rendre les gens furax contre Netanyahou pour faire tomber Netanyahou. On est vraiment revenu à l'avant 7 octobre, et il y a quelque chose de très grave. Je ne sais pas où ça va, mais je suis confiant dans le long terme. Dans le court terme, ça dépend de nous aussi. C'est très beau de faire des repas. Attention, hein, je ne parle pas pour vous, je parle aussi pour moi. Moi, je pense qu'on devrait tous être à bloquer l'aide soi-disant humanitaire à Gaza ou d'autres manifestations pour faire comprendre au gouvernement comprendre que le gouvernement, il faut qu'ils disent aux Américains, je ne peux plus parce que le peuple ne me suit pas. Si Netanyahou peut aller dire à Biden, je ne peux rien faire parce que mes civils ne laissent pas passer les convois humanitaires, alors il a une force de le dire. Mais s'il n'y a pas de manifestation contre ça, alors pourquoi Biden va appuyer plus fort, et puis pourquoi tu ne laisses pas passer? Donc c'est effectivement, je ne sais pas, chacun doit trouver où il peut appuyer, où il peut faire. Donc je dis, il y a un gros problème actuellement parce que toute la machine s'est remise en marche, et on a vu avant le 6 octobre sa puissance. Ça, c'est grave, parce que je pense qu'au long terme, on gagnera cette guerre. Je pense qu'au long terme, on est là pour rester, mais on risque de payer des prix très graves si on continue à faire le jeu des Américains. Et notre but, comme disait Begin, notre but, c'est pas les élections américaines, mais c'est la survie de nos citoyens. Si on soumet notre survie à la diktat américain, on est mal barré. Ok, si quelqu'un veut réagir, on peut ouvrir le micro. Oui, moi, c'est Noémie. Tu as justement parlé là au niveau du peuple et tout. Écoute, moi justement hier j'y étais. J'étais à Nitzana. On est allé aussi à Kerem Shalom, mais on n'a pas pu atteindre notre but parce que c'était passé en terrain militaire. Et maintenant, j'ai appris par la presse, aujourd'hui par la radio, que aujourd'hui, ça a été décidé aussi que Nitzana soit passé en terrain militaire, donc inaccessible aux manifestants et aux civils. Bon, certes, on n'était pas assez nombreux, j'étais même déçue, moi, personnellement, mais combien je suis une supporter de Bibi, mais là, je pense qu'il est trop influencé par les Américains et qu'il n'écoute pas assez